Fidèles d'Agora, merci d'être au rendez-vous chaque semaine pour suivre votre émission socio-politique. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler du traitement judiciaire des violences sexuelles basées sur le genre. Vous le savez que les violences sexuelles et basées sur le genre ne cessent de causer la désolation dans la région de Grand Lac. Et c'est là parce que, d'une part, nous assistons aux conflits armés. En d'autres termes, le climat de paix fait défaut. Et de l'autre côté, c'est parce que la justice ne punit pas assez sévèrement et de façon exemplaire les auteurs incriminés. Et pour en parler, Agora reçoit ce soir deux invités qui sont juste en face de moi, les invités qui ont accepté notre invitation. Je commencerai par Madame Marie-Josée Mujinga. Elle est présidente de la FEMAC, Association de femmes magistrates de la République démocratique du Congo. Bonsoir Madame et soyez le bienvenu. Et juste à côté de Madame Mujinga, c'est Maître Patrice Kindu-Lambo. Il est coordonnateur de BRDC, du Bureau de réflexion pour le développement du Congo, et coordonnateur principal de l'Observatoire congolais pour la justice. Bonsoir. Bonsoir. Première question. Les violences sexuelles, Madame Marie-Josée Mujinga, reste une actualité permanente et Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, a abrité du 25 au 28 juillet 2012 la consultation des hauts niveaux, des ministres de la justice et du genre pour réfléchir autour justement de la question liée aux violences sexuelles, plus sur son aspect judiciaire. Mais avant d'en parler, j'aimerais quand même que vous puissiez expliciter aux téléspectateurs qui nous suivent en ce moment, quand on parle de violences sexuelles et basées sur le genre, on fait allusion à quoi? Je ne sais pas si c'est un jeu de concept ou quoi. En fait, merci madame. Quand on parle de violences sexuelles basées sur le genre, ça veut dire que les violences, on vise par là les violences sexuelles faites à l'égard des hommes et à l'égard des femmes aussi. Parce que depuis très longtemps, on a parlé seulement des violences par rapport aux femmes, mais avec l'évolution, on a constaté que les violences sexuelles aussi se commettaient aussi sur les hommes aussi. Alors, les violences basées sur le genre, ça veut dire, sont des violences les violences sexuelles qui n'excluent pas les hommes. Parce qu'il y a aussi des hommes qui sont violentés sexuellement aussi. Et quels sont, selon vous, les facteurs qui amplifient, au fait, les violences sexuelles et basées sur le genre, à part la guerre? Ah, madame, ce que je peux vous dire, c'est que les facteurs sont très nombreux. Les facteurs sont très nombreux. Et en passant, je dois vous informer que dans la ville de Kinshasa, toutes choses restant égales par ailleurs, les nombres de viols, parce que le viol, c'est une forme aussi de violence sexuelle. Il y en a beaucoup, mais les viols, c'est une des formes de violence sexuelle la plus fréquente dans la ville de Kinshasa. Et pourquoi? Donc, je crois qu'à Kinshasa, il y a plus de viols que même dans l'état dans les provinces où il y a des conflits. Mais comment vous expliquez cela? Bon, il y a plusieurs facteurs. Vous savez, les facteurs varient d'un auteur à un autre. On peut parler de promiscuité. Il y a des endroits où vous trouvez et les hommes et les femmes, les enfants vivent dans une même maison. Et là, les viols sont très fréquents. Il y a aussi les viols domestiques, où vous rencontrez des cas où les pères violent carrément leurs enfants, les oncles et les domestiques, même les frères, dans leur propre maison, il y a des viols. Il y a des viols qui sont liés aux croyances mystiques, parce qu'il y en a qui croient que certains auteurs qui ont été déférés devant la justice ont eu à donner comme motif qu'on leur avait dit d'avoir des rapports sexuels avec des filles vierges si ils voulaient avoir beaucoup d'argent et prospérer dans leurs affaires. Et il y a aussi la pauvreté.
le fait que certaines personnes, certains parents ne savent pas nourrir leurs enfants. Alors, les enfants, les jeunes filles, sont naïvement, se confient facilement à des criminels qui abusent d'eux. Il y a aussi le fait que, bon, vous voyez, il y a des femmes qui se réveillent très tôt le matin pour la survie. Elles doivent aller au champ, elles doivent aller chercher de marchandises, et ces femmes sont violentées. Bref, les cas sont tellement multiples. Parce que chaque fois que vous avez devant les cours et tribunaux, vous avez un cas de viol, c'est un motif qui est différent de celui qui a été traité avant. Donc les cas sont vraiment multiples. Et Maître Patrice Kindou-Lambo, vous avez un ajout par rapport aux facteurs qui amplifient au fait les violences sexuelles et basées sur le genre, à part ce que Madame Marie-Josée vient de parler? Oui, je crois que Madame Marie-Josée a pratiquement relevé tous les cas, sinon les cas essentiels. Mais je dois déjà, de prime abord, dire que nous devrons petit à petit commencer à enlever, déconnecter les concepts viol à la guerre. C'est comme si en RDC, on a l'impression de croire que c'est seulement là, dans les zones de guerre, qu'il y a des viols. Non, c'est plus parce qu'on présente plus de violences sexuelles dans les provinces du Nord et Sud Kivu. C'est parce qu'on présente plus de violences sexuelles dans les provinces du Nord Kivu ou des zones de guerre, parce qu'on y accorde plus d'importance, on accorde beaucoup d'importance à ces actualités-là, l'actualité de la guerre. Mais on oublie ce qui se passe dans les zones de paix, des non-guerres, notamment la ville de Kinshasa ou d'autres villes. Comme Madame l'a dit, il y a beaucoup de viols. Et je peux même vous dire qu'aujourd'hui, qu'il y a beaucoup de viols qui se commettent, des cas de viols qui se commettent tôt les matins. Les mamans qui vont chercher les pains, c'est parmi les personnes qui sont exposées au viol. Et vous comprenez que ces mamans-là, parmi lesquelles il y a des veuves, ce sont des cas fréquents, mais puisqu'on n'en parle pas, on croit que la ville de Kinshasa est épargnée. Nous devons commencer à réfléchir comment traiter les cas de viol dans les zones de guerre et les cas de viol dans les zones de non-guerre. Et il y a aussi l'ignorance de la loi, la dépravation de mœurs, tout ça. Bien entendu, à côté des facteurs relevés par madame, je pense qu'il faudrait aussi relever le comportement de jeunes filles qui s'exposent elles-mêmes à des pratiques, à des cas de viol, notamment par leur accoutrement. Il y a la dépravation de mœurs, elle est vraiment en outrance, pendant que dans les pays dans des zones de guerre, pas des pays de guerre, mais des zones de guerre, notamment le Nord Kivu et l'Est du pays, il y a encore une certaine pudeur. Et en dépit de cette pudeur-là, on a des cas de viol. Et je me demande si les Nord Kivu, les zones de guerre, les zones à forte pudeur, devraient être exposées à la dépravation à la même hauteur que la ville de Kinshasa. Quelles seraient les conséquences? Et vous-même, l'année passée, vous avez initié un nouveau concept dans la lutte contre les violences sexuelles basées sur le genre que vous avez eu à réaliser au mois de mai de cette année, si je ne me trompe pas. Où en êtes-vous avec ce nouveau concept? Nous avons initié un nouveau concept sur la dénonciation des cas de violence, de viols et de violences basées sur les genres. C'est notamment par les recours au téléphone mobile, en envoyant un SMS de dénonciation, en explicitant les faits qui sont commis sur la victime, en précisant son adresse, et ces SMS devraient être envoyés à un numéro court et que ces SMS devraient parvenir sous forme d'email, messages électroniques à certains destinataires, dont le ministre des Genres et Familles, le ministre de la Justice, le procureur général de la République et tout autre organisme intéressé. Mais c'est fait que c'est quand même un aspect important. On ne pouvait pas les lancer sans l'autorisation des autorités. Là, nous sommes derrière les autorités, notamment le ministère des Genres et Familles, pour obtenir les autorisations valables pouvant nous permettre de lancer officiellement ces concepts sur toute la République,
sur toute l'étendue de la République. Parce que nous ne pouvons pas parler des violences en restant seulement sur l'est du pays. D'accord. Madame Marie-Josée Mujinga, vous avez eu à participer aux travaux de cette consultation de très haut niveau. Et comment se sont déroulés au fait, ces travaux? Dans quel climat comme ça? Parce que vous avez réuni les pays de la région de Grand Lac. Okay. Avant d'en arriver à votre question, j'aimerais quand même ajouter un élément très important par rapport à ce que Maître venait de dire. Ce que vous savez, le viol, du moins pour les cas qui sont présentés, qui sont déférés devant les cours et tribunaux, il y a un élément nouveau. Depuis la loi de 2006, les deux lois de 2006, il y a un élément nouveau. C'est que avant cette loi-là, ne pouvait surtout, pour ce qui concerne les jeunes filles, on ne pouvait considérer qu'il y a viol que quand on avait des rapports sexuels avec une jeune fille de moins de 14 ans. Alors qu'avec la nouvelle loi, vous avez, la loi parle de 18 ans comme l'âge de majorité. Ce qui fait que le fait que maintenant l'âge de la majorité a été élevé à 18 ans, on retrouve facilement les cas de viol parmi les jeunes gens qui font les copinages. Vous voyez, les jeunes gens qui ont, de manière innocente, une petite copine de 17 ans, 16 ans, actuellement, si les parents en ont marre avec la présence du garçon, ils viennent carrément devant les cours et tribunaux pour viol. Et là, à ce moment-là, la cour ou le tribunal va instruire et condamner s'il savait qu'il y a des preuves. Voilà, c'est un élément de plus. Il y a aussi le fait que, vous savez, les médias ne jouent pas un bon rôle. Hein. Vous m'excuserez de le dire, mais il y a beaucoup de choses qu'on nous flanque là sur la télévision, à la télévision, qui excitent les jeunes gens à aller commettre beaucoup de gaffes là. Alors, beaucoup de gens veulent mettre en pratique certaines scènes qu'ils ont vues dans certains films à la télévision, sans compter aussi l'Internet. C'est compliqué à contrôler actuellement. Tout ça, ça excite les jeunes, les hommes, les femmes à mettre en pratique. Alors comment mettre en pratique? Celui qui n'a pas une femme à la maison va chercher la première qu'il retrouve sur la rue. Celui qui a une petite copine va demander à sa petite copine de faire l'expérience. Donc c'est ça un élément que je voulais ajouter. Pour en venir à votre question par rapport au climat qui a régné. Hein. Oui, au fait, en tout cas, c'était vraiment intéressant parce que c'était, au fait, une réunion qui devait traiter sur le suivi de la déclaration de Kampala de chefs d'État et de gouvernement sur les violences sexuelles basées sur le genre, ainsi que sur la mise en action de sur la mise en œuvre du plan d'action de cette déclaration-là. En fait, c'était une réunion qui a réuni pratiquement tous les pays des Grands Lacs. Hein. Il y avait à peu près 11 pays. Je crois que le travail était appréciable. Et qu'avez-vous décidé, au fait, à l'issue de cette consultation de très haut niveau? En fait, il était question aussi de mettre, disons, de parler sur, de faire le suivi et la mise en œuvre de points 2, 7 et 8. Le point 2 concernait quoi, en fait, de protocole. Hein? C'était le point 2 parlait du protocole plutôt, le protocole sur la non-agression et sur la défense mutuelle. Il y a aussi la coopération judiciaire et aussi le fait qu'il fallait qu'on puisse prévenir et réprimer les violences sexuelles. Et ça, c'était pour éradiquer les groupes armés qui sont en train de créer du désordre à l'Est notamment. Et aussi voir comment est-ce qu'on peut mettre en place, rendre effectif la coopération judiciaire. C'est-à-dire quand il y a un criminel qui se trouve qui a commis un acte de violence sexuelle dans un pays de Grand Lac et qui s'en va dans un autre, qui se réfugie dans un autre, il y a cette coopération qui va procéder par l'extradition.
Et un autre point, c'était qu'il fallait déclarer la tolérance zéro par rapport à la violence sexuelle. Tolérance zéro maintenant. C'est-à-dire, il faut sensibiliser dans tous les États de Grand Lac, sensibiliser les hommes et les femmes, mener une campagne pour que tout le monde puisse se mêler à ce problème de violence sexuelle, pour dire non à l'impunité, pour dire non aux violences sexuelles basées sur le genre et ne pas les banaliser. Il y avait aussi un autre point, c'était créer des tribunaux spéciaux et des procédures spéciales dans des États membres du Grand Lac. Parce que qu'est-ce qui a été constaté, c'est que on a constaté que la manière dont fonctionne la justice, elle était elle n'était pas efficace pour sanctionner les auteurs des violences sexuelles basées sur le genre. Alors il fallait créer des mécanismes et mettre en place des tribunaux spéciaux et des procédures spéciales dans tous les États qui vont s'occuper uniquement de sanctionner, de traiter des cas de violence sexuelle et de les réprimer de manière exemplaire. Alors, par rapport à la tolérance zéro, il a été décidé que dans tous les pays des Grands Lacs, la tolérance zéro dans chaque pays devait être lancée le 25 novembre dans tous les États. Et on a pris comme un délai, c'est un délai de 2 ans pour lancer cette campagne de la tolérance zéro. Et là, c'est parce qu'on a remarqué que les hommes ne s'impliquaient pas. On veut impliquer le plus des hommes dans cette campagne-là, dans l'impunité, dans le fait qu'il ne puisse pas y avoir l'impunité, qu'on puisse réprimer sévèrement les cas de violence. Je crois qu'on voilà va aller, un résumé. Voilà un résumé. D'accord. Je crois que quand même, on va aller point par point. Vous avez vous-même dit que cette consultation de haut niveau a réuni 11 pays, on peut le dire, de la région de Grand Lac. Et parmi ces 11 pays, il y a encore les pays de la sous-région des Grands Lacs, dont 2, la République démocratique du Congo et le Rwanda, qui posent problème, et que les 2 étaient aussi ensemble. Est-ce que vous n'avez pas réfléchi sur la manière de régler les différends entre les 2 pays d'abord? Parce que quand on parle de violence sexuelle et basée sur le genre en République démocratique du Congo, on fait allusion directement aux conflits armés. Or, les conflits armés, ce sont les 2 pays de la sous-région qui posent problème. Vous n'avez pas réfléchi à propos? Oui, justement, c'est là où intervient la décision 2. Je parlais ici de défense du protocole de non-agression. Et le protocole de non-agression comprend aussi la défense mutuelle. Et là, c'était dans le but, justement, de voir de quelle manière est-ce qu'on peut traiter ce cas-là. Donc le protocole a prévu déjà la non-agression et la défense. Parce que vous savez, il y a les chefs d'État et de gouvernement, ça c'est au niveau politique. Ils doivent s'entendre pour que ce protocole puisse être mis en œuvre, sinon ça servirait à rien. Maître Patrice Kindula, Madame Mujinga venait de parler tout à l'heure de l'une des recommandations au fait de la consultation des très hauts niveaux était de créer au fait des tribunaux spécialisés en la matière. Est-ce qu'il faudra encore en créer ou renforcer ce qui existe déjà? Je crois que Madame a dit qu'il a été proposé que soit créé de tribunaux spécialisés et de mettre en place des procédures spéciales en matière de violences basées sur les genres. Et je pense qu'il est nécessaire, avant d'arriver à mettre en place ces nouvelles institutions, de renforcer d'abord les capacités des institutions existantes. Pourquoi? Parce que la mise en place des nouvelles institutions va nécessiter des moyens. Lesquels moyens? Prenez besoin de nous les cacher, les différents pays ne seront peut-être pas en mesure de réunir. Il faudrait commencer d'abord par renforcer les capacités des institutions existantes et à déboucher par après à la mise en place de nouvelles structures judiciaires et peut-être à la mise en place, à l'adoption et à la promulgation de nouvelles procédures légales pour renforcer
la lutte contre les violences faites à la femme ou les violences basées sur les genres. Mais je voudrais dire une chose avant de continuer, c'est que cette situation de viol, c'est une affaire extrêmement importante. Et toutes les couches de la société devraient y être interpellées. Rendez-vous compte que vous avez parlé de 2 pays de la sous-région. Ces pays sont continuellement en conflit depuis un certain nombre d'années. Et vous savez aussi que quand on parle de la femme, c'est pratiquement la plaque tournante de la société. Et aujourd'hui, les viols ou les violences constituent une arme de guerre. Il faudrait non seulement les considérer comme un fait social à dénoncer, mais pour nos adversaires, pour nos ennemis, pour les ennemis de la RDC, cela constitue une arme de guerre. Ils pensent, après avoir étudié la population congolaise, que quand on touche à la femme congolaise, on déstabilise certainement son foyer, sa famille, son quartier, sa commune, sa province. Donc, pour bien déstabiliser la RDC, il faut toucher à la femme. C'est ainsi qu'on commence par toucher à la femme par le viol. Sans parler de maladies sexuellement transmissibles qui se transmettent pendant les cas de viol. Donc nous considérons que ces cas de viol, cette situation de viol, principalement pour ce qui se passe à l'est de notre pays, c'est une arme de guerre et c'est la nation congolaise qu'on est en train de détruire. Et malheureusement, ces faits viennent d'être importés à Kinshasa ou dans d'autres villes qui sont en non-guerre, qui ne sont pas en état de guerre. Cela constitue pratiquement la destruction totale de notre société. Nous pouvons être en train d'en parler calmement dans des bureaux climatisés ou dans des salles climatisées de Kinshasa, mais n'oublions pas qu'en marge de toutes ces activités, qu'il y a une nation qui est en train de tracer sa ligne de destruction. C'est la RDC. À côté de la RDC sont arrivés plusieurs autres pays. Mais est-ce que nous connaissons la même hauteur de viol, des cas de viol ou de violence, que le Gabon par exemple, que l'Égypte, qui est un État, comment vous l'avez appelé, État ami ou État coopté? Tout ça, nous devons considérer, réfléchir pour bien connaître, bien maîtriser les motivations des personnes qui se livrent au viol et aux violences faites à la femme. Donc, quant à nous, nous pensons qu'il est important de renforcer d'abord les capacités des structures existantes, à commencer par la police, les OPJ de la police, les magistrats du parquet, et enfin, le juge dans les cours et tribunaux. Mais l'action de toutes ces personnes, quand on parle de cette structure-là, cette hiérarchie structurale, on a beaucoup plus fait allusion au ministère public, au parquet, qui amène la personne, les prévenus devant le juge. Mais le parquet ne peut pas amener la personne devant le juge quand il n'y a pas de victime, quand il n'y a pas de plaignant. Et la personne qui a été violée, c'est elle la victime. Et quand le dossier arrive au parquet, cette personne, ou sinon sa communauté, devrait accompagner cette affaire au tribunal ou au parquet avec suffisamment de preuves pour permettre aux magistrats d'instruire l'affaire et de citer les prévenus devant la juridiction compétente et les faire condamner. Et quand nous parlons de preuves, nous faisons allusion aux moyens. La liberté des preuves est certes prévue par la loi, mais seulement ces preuves doivent être réunies. Et en matière de viol, ce ne sont pas des preuves, qu'on amène par témoins seulement, mais c'est beaucoup plus des preuves écrites, présentées par des experts, notamment les médecins. Les médecins qui font les tests pour démontrer que la personne a été réellement violée, ou sinon la police qui amène des empreintes pour attester qu'il y a eu intromission dans l'une des orifices du corps de la jeune fille.
Mais tous ces moyens-là n'existent pas en RDC. On n'a pas une police scientifique en RDC. Et les victimes des viols n'ont pas des moyens suffisants pour recourir aux tests chez les médecins. Et comment voulez-vous créer des structures nouvelles, des procédures nouvelles, pendant que celles qui existent sont déficientes? Vous pensez que les structures nouvelles viendront avec des moyens, ou les juridictions nouvelles viendront avec une certaine souplesse qui facilitera la tâche aux victimes? Je dis non. Madame Marie-Josée, vous avez une réaction parce qu'on vous accuse, vous, souvent les magistrats, de favoriser au fait les auteurs de victimes de violences sexuelles et basées sur le genre. En fait, je vais un peu compléter, maître, avant de pouvoir répondre, pour dire que cette réunion des experts des pays des Grands Lacs avait non seulement décidé d'établir ou d'installer de nouvelles juridictions, mais aussi de renforcer celles qui existent déjà pour qu'elles puissent être efficaces. Et mettre aussi en place des procédures communes pour éviter des contradictions. Par exemple, si nous prenons un pays où on accorde la liberté provisoire, dans l'autre on ne l'accorde pas, ici c'est moins de peine, là c'est une peine forte. En fait, c'était l'harmonisation par rapport aux procédures pour que les procédures soient les mêmes dans tous les États des Grands Lacs. Et aussi, on n'a pas seulement décidé d'installer des nouveaux juridictions, mais de renforcer la capacité de ceux qui existent déjà, celles qui existent déjà. Par rapport à votre question, bon, c'est vrai qu'on accuse la justice, mais moi je vais vous dire la vérité. La vérité, c'est que les gens, vous y compris, vous ne voulez pas que la justice existe dans ce pays. Et comment ça? Parce que quand il s'agit de parler de la justice, il y a trop de complaisance là. Il suffit qu'on dise non, on s'est fait corrompre, tout le monde, ok, il y a eu corruption. Et quand on dit on l'a en liberté, on l'a libéré, ok, tout le monde, on l'a libéré. Mais non, vous savez, le magistrat là a aussi besoin qu'on l'entende pour qu'il puisse vous dire comment fonctionne la justice. Je ne veux pas ici faire l'avocat des magistrats. Je ne veux pas faire l'avocat des magistrats. Parce qu'il y a dans toutes les professions, il y a des mauvais, il y a des bons. Mais je crois que même les bons là sont butés à des difficultés. Nous avons d'énormes difficultés pour traiter sur tous ces cas de violence sexuelle. Maître a eu à relever quelques difficultés. Mais pourquoi ne pas d'abord résoudre ces problèmes au lieu encore d'ajouter des nouvelles législations dont peut-être la République démocratique du Congo n'a pas carence, c'est plutôt un défaut d'application de lois existantes? Oui, justement, on a traité, les discussions ont tourné dans ce sens-là. On a décidé que là où il y a des juridictions existantes, qu'on puisse les renforcer. Et si c'est nécessaire, qu'on puisse établir des nouvelles juridictions. Mais ce qui est vrai, c'est que si on veut établir de nouvelles législations, il faudra recourir au Parlement. Parce que nous ne pouvons pas établir une nouvelle loi, même si c'est au niveau de Grands Lacs, nous ne pouvons pas établir des lois, de nouvelles procédures plutôt, sans passer par le Parlement. D'où obligatoirement, il faut que le Parlement puisse s'impliquer pour voter de nouvelles lois, voir de quelle manière est-ce qu'on peut mettre en pratique les décisions qui ont été prises. Par rapport à la justice, moi je peux vous dire tout simplement que, vous savez, nous avons tendance à parler plus de la victime que de l'auteur de l'infraction. Il y a des gens qui ont été devant les cours et juridictions accusés faussement. Je ne veux pas faire ici l'avocat des auteurs des infractions. Mais je dis qu'il y a le principe de la présomption d'innocence qui doit être appliqué à tout être qui est déféré devant la justice. Alors là, on demande à ce qu'on puisse ne pas appliquer ce principe de présomption d'innocence et qu'on puisse maintenant parler des présomptions
de culpabilité. Alors, quand le juge se retrouve devant un cas où il n'y a pas de preuve, vous voulez qu'il puisse condamner obligatoirement? Je crois que les juges doivent fonctionner avec la loi. C'est vrai qu'il y a des raisons pour lesquelles il y a un faible taux de dénonciation. Oui, le faible taux de dénonciation n'est pas lié au fait que il n'y a pas de sanctions efficaces, mais c'est parce que c'est une infraction qui est liée à l'intimité de la personne, surtout le viol. Parce que quand nous parlons de violence, la plupart des gens parlent de viol. Non, les violences sont nombreuses. Les violences sont nombreuses. Elles sont, notre loi parle à peu près de 15 cas de violence, formes de violence plutôt sexuelle. On a souvent tendance à parler de viol. Et même si nous devons parler de viol, vous savez, madame, qu'une femme, un homme violé, il lui est difficile de se présenter devant les cours et tribunaux pour aller parler de son cas. Et deux fois, quand ils en parlent, c'est à peine si on peut réunir les preuves. Alors, quand le magistrat n'a pas un dossier qui est bien fourni, où il n'y a pas tous les éléments qui peuvent l'amener à pouvoir condamner, je ne sais pas ce qu'on veut demander au magistrat de condamner injustement. C'est là où moi je dis, c'est vrai qu'il y a des mauvais magistrats, c'est vrai qu'il y a des mauvais policiers, mais ce que nous devons reconnaître aussi, c'est que même les bons ont des difficultés à travailler parce que les moyens ne sont pas conséquents. Quand je parle de moyens, vous savez, pour aboutir à condamner quelqu'un, il y a ce que nous appelons les enquêtes, l'enquête préliminaire. Il y a aussi l'instruction préjuridictionnelle et l'instruction au niveau des cours et tribunaux. L'enquête préliminaire commence au niveau de la police. Nous prenons juste le cas de viol. Vous savez que, madame, pour pouvoir dire qu'il y a eu viol, c'est facile. Vous allez faire les rapports, vous allez demander à un médecin de faire un examen médical et il vous donne un rapport médical comme quoi la dame ou l'homme a été violé. Maintenant, c'est comment savoir si on n'a pas arrêté la personne en flagrant délit? Comment savoir à qui imputer cet acte-là? C'est là où ça devient compliqué. C'est simple quand la personne vous dit, écoutez, c'est tel ou tel autre qui a violé et que vous avez des preuves. Mais quand il n'y a pas de preuves, ce n'est pas facile. Quand on n'a pas arrêté quelqu'un la main dans les sacs, ce n'est pas facile. Alors, il faut des investigations. Or, vous savez qu'en matière de viol, il faut faire des prélèvements. Il y a un délai pour faire ces prélèvements. Et faut-il encore que ces prélèvements appartiennent à la personne qui est portée, qui est accusée comme étant l'auteur de l'infraction. Est-ce qu'on a ces moyens-là pour faire toutes ces enquêtes? Donc la justice se débrouille avec les moyens de bord. Elle se débrouille avec les moyens de bord. Et moi, j'en appelle ici à ceux peut-être qui ont l'habitude de prendre les cas de violences sexuelles à la légère, de cesser, qu'ils soient magistrats ou qu'ils soient policiers, de cesser parce que l'heure est grave. Et avez-vous déjà plaidé votre cause auprès des autorités? Ben, vous savez, les autorités étaient dans cette réunion-là, ils savent ce qui se passe. C'est pas la première réunion en matière de violences sexuelles. Je crois qu'on doit doter la justice des moyens conséquents, en commençant par la police. En commençant par la police. Moi, je ne veux pas entrer dans l'histoire des salaires des magistrats, parce que ça aussi, il faut qu'on en parle. Mais commencez d'abord par donner ne fût-ce que du papier et un bic aux policiers et aux magistrats pour qu'ils puissent instruire. Et le reste, c'est là, c'est après. D'accord, maître Patrice, qui est là. Y a-t-il un audit sur le pratique juridique de violences sexuelles basées sur le genre? Un audit? Oui, sur les pratiques juridiques. Un audit sur les pratiques juridiques ou les pratiques judiciaires. Jusque-là, que je sache, il n'y en a pas eu d'audit. En RDC, hein, on s'est construit le cadre.
Pourquoi il n'y a pas d'audit sur les pratiques judiciaires? C'est notamment le fait que nous n'avons pas dans notre pays un système dans lequel les magistrats sont interpellés sur base d'une infraction précise. Prenons un exemple, que le procureur général de la République interpelle tous les procureurs généraux, tous les procureurs de la République pour leur demander quels sont les nombres de cas de viol ou de violences basées sur les genres que vous avez instruits, quelles ont été les suites réservées, quels ont été les jugements prononcés, quelles sont les personnes qui sont en train de purger les peines ou quelles sont les personnes qui sont en détention pour ces cas, mais lesquels cas sont encore en instruction. Nous n'avons pas un tel audit ici. C'est même la raison d'être du concept que nous avons proposé. C'est quoi les concepts? Dans notre concept, nous disions ceci. C'est qu'à la fin d'une période à se convenir, toutes les autorités qui auraient reçu le mail, les SMS envoyés par les victimes, allaient se retrouver pour se demander quelles ont été les suites réservées à toutes les plaintes leur parvenues par voie d'SMS ou par voie de mail. Vous êtes à Lubumbashi, au Katanga par exemple, vous avez reçu autant de SMS, autant de mails. Le même mail, les mêmes plaintes sont parvenues au procureur général de la République, sont parvenues à la MONUSCO, sont parvenues au ministère des Genres et Familles, sont parvenues à la police nationale. Donc le procureur général de la République ne peut pas dire n'être pas informé. Parce que le même statistique se retrouve auprès de toutes les structures intéressées. Et que ces structures-là peuvent faire un audit. Donc aujourd'hui, il est difficile de procéder à un audit sur le plan judiciaire pour les cas de viol ou de violences faites à la femme. C'est vraiment difficile pour ne pas dire impossible. C'est ce que nous encourageons, comme Madame l'a dit, il faut qu'il y ait un peu plus de sérieux dans les instructions des cas de viol ou de violences faites à la femme pour les magistrats. Et il faudrait que les autorités qui ne se lassent à organiser des meetings, qui ne se lassent à organiser des activités qui coûtent cher à la République, il faudrait que ces autorités-là prennent quand même du recul et réfléchissent sur la possibilité de renforcer les capacités des structures judiciaires, en commençant par les OPJ jusqu'aux magistrats assis et debout. Sinon, tout ce que nous serons en train de faire dans nos salons IP de Kinshasa ou dans les salons IP de l'Afrique ne serviront absolument à rien. Parce que ça ne sert à rien de parler de viols ou de violences faites à la femme s'il n'y a pas répression. Or, dans les cas d'espèce, dans notre pays, la répression pose encore problème. Notamment, tant par le fait des acteurs de la répression que par le fait également des personnes victimes. Et là, nous pensons que pour ce qui concerne les personnes victimes, il serait mieux que les organismes intéressés par la question financent davantage des campagnes de sensibilisation pour encourager les victimes à dénoncer. Les magistrats ne peuvent rien faire sans dénonciation. Et les magistrats ne peuvent rien faire sans accompagnement de la victime. La justice, même si les procureurs peuvent se saisir d'office, mais ils ne peuvent pas se saisir d'office d'un vide. Voilà. D'accord, nous allons quand même suivre en image qu'ont été les travaux de la consultation de haut niveau de ministre de la Justice et du genre de la conférence internationale de Grand Lac. Souhaiter la bienvenue au ministre en charge de la justice et du genre de la région de Grand Lac, aux éminentes personnalités venues des différents États, ainsi qu'aux autorités nationales en vue de participer à la réunion de consultation de haut niveau sur la question des violences sexuelles et basées sur le genre et pour le lancement de la campagne Tolérance Zéro maintenant.
Je rends hommage mérité à son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, ici représenté, qui a bien voulu patronner les présentes assises, eu égard à son engagement soutenu dans la construction de la paix, de la sécurité, de la stabilité et de la justice dans la région des Grands Lacs et dans la lutte effrénée qui continue de mener contre toute forme d'antivaleur et d'impunité, dont celle liée aux violences sexuelles et basées sur le genre. Et l'un des forats qui émane de la déclaration de Dar es Salaam de 2003 et qui est reconnu comme un mécanisme de suivi de la mise en œuvre du pacte sur la paix, la sécurité et le développement, signé à Nairobi en 2006. Le Forum régional des femmes doit spécialement veiller à la prise en compte du genre, non seulement dans la mise en œuvre du pacte et de ses protocoles, mais aussi dans l'exécution de tous les projets y relatifs. L'organisation de cette consultation intervient à un moment crucial de l'histoire de la République démocratique du Congo, moment au cours duquel s'opère une profonde mutation dans les différents secteurs de la vie nationale en général et celui de la justice congolaise en particulier. La présente consultation s'inscrit dans la suite logique des engagements pris par les chefs d'État et de gouvernement des États membres de la Conférence internationale sur les Grands Lacs lors du 4e sommet ordinaire et de la session spéciale sur les violences sexuelles et basées sur le genre tenue à Kampala, en Ouganda, le 15 et 16 décembre 2011. Du peuple congolais. Féliciter tous les organes de la conférence internationale, le pacte sur la sécurité, la stabilité et le développement de la région des Grands Lacs en vue de l'éradication de ces violences. Parmi ces mesures, l'adoption du protocole sur la lutte contre les violences sexuelles faites aux femmes et aux enfants. Ce document pose la base juridique du combat. Nous sommes tous ici présents liés à ce protocole. Et le temps est venu de le mettre en œuvre. Nous avons aussi réuni les données pour une politique régionale de lutte contre les violences sexuelles et basées sur le genre, dont les éléments constitutifs ont été adoptés au sommet de Kampala en décembre 2011. Voilà, Madame Marie-Josée Mujinga, qu'est-ce que vous faites concrètement au niveau de votre association? J'aimerais ajouter un peu ce que Maître a dit. Allez-y, je vous en prie. Je ne peux pas laisser passer ce qu'il a dit là en disant que les PG... C'est faux ce qu'il a dit, vous voulez rectifier? Non, je vais rectifier pour lui dire que... Disons, je vais ajouter un peu, peut-être une information pour lui donner, pour lui dire que non, s'ils veulent avoir des données, ils peuvent passer au niveau du parquet et des cours et tribunaux. Parce que quand il dit qu'il n'y a pas des éléments pour avoir un audit judiciaire, il veut les avoir où? Est-ce qu'il a eu un jour à sillonner les cours et tribunaux et parquets et on lui a dit qu'il n'y en avait pas? Je crois que là, je ne suis pas d'accord avec lui. Bon, je ne sais pas, votre question, si vous pouvez la répéter. Si vous faites quoi concrètement au niveau de votre association, association de femmes magistrates de Oui, notre association a plusieurs objectifs, notamment la lutte aussi contre les violences sexuelles faites à la femme. Et nous faisons la vulgarisation, la sensibilisation sur les droits, notamment les droits de la femme et les droits de la jeune fille, par des conférences et des séminaires. Nous faisons des conférences, des séminaires dans les églises et nous avons beaucoup d'objectifs. Aussi le renforcement des capacités des femmes magistrats et des hommes magistrats aussi, quand nous en avons les moyens. Et vous n'estimez pas aussi qu'en matière de lutte contre les violences sexuelles et basée sur le genre, il faudrait qu'il y ait plus de vulgarisation de la loi sur les violences sexuelles, la loi congolaise? Parce qu'elle n'est pas vraiment vulgarisée. Bien sûr, nous le faisons, madame. Mais laissez-moi vous dire une chose. Vous savez, nous avons l'habitude de faire des vulgarisations et des sensibilisations sur plusieurs lois, sur plusieurs textes de loi. Mais qu'est-ce que nous avons remarqué? La population est très distraite. Elle est très distraite.
Vous voulez qu'on fasse la sensibilisation où? Si ce n'est devant à la télévision et à la radio, je crois. Il y a aussi les salles, des fois dans les églises, nous les faisons. Mais souvent, la population est souvent distraite là. Moi, j'aimerais un jour que vous puissiez, si on vous donnait l'occasion... Vous faites quel genre de sensibilisation? De porte-à-porte, sensibilisation de proximité? Non, à la télévision, à la radio. Mais tout le monde n'a pas le courant électrique. À la télévision, à la radio, dans les églises, dans les écoles, nous le faisons. Mais ici, quand je parle de la distraction, je parle de la télévision. Parce que souvent, quand il y a des émissions de sensibilisation, la population, les femmes surtout préfèrent regarder les films nigérians. C'est de ça dont je parle. Mais nous avons l'habitude de sensibiliser, oui. Et Maître Kindoula Humbo, au cours même de cette émission, l'année passée, vous avez dit que pour mettre fin à l'impunité, il faudrait que les trois pouvoirs traditionnels puissent travailler en synergie. Vous persistez toujours à le dire? Nous persistons, bien sûr, parce que, vous voyez, nous avons le pouvoir, le Parlement qui fait les lois, le pouvoir législatif, nous avons le pouvoir exécutif et nous avons le pouvoir judiciaire. C'est qu'une parfaite lutte contre les violences faites à la femme, les violences basées sur les genres, nécessite une convergence d'efforts, une synergie, un travail en synergie entre ces trois pouvoirs. Madame a relevé un point important. Si jamais il a été décidé de mettre en place des nouvelles procédures légales ou des nouvelles structures judiciaires, il faudrait que cette initiative passe ou commence par le Parlement. Et après le Parlement, ça viendra où? Au pouvoir judiciaire. Ou sinon, c'est le pouvoir exécutif qui enverra les projets de loi au Parlement. Le Parlement va l'adopter, le président de la République l'aura promulgué, et le pouvoir exécutif, les gouvernements, par le ministère des Genres et Familles et par le ministère de la Justice, donc le pouvoir exécutif passera à l'exécution de ces lois. Et enfin, le pouvoir judiciaire veillera au respect de ces lois pour sanctionner, les cas échéants, les personnes qui les auront violées. Maintenant, s'il n'y a pas synergie entre ces trois pouvoirs, il y aura quelque part un vide qui fera que cette initiative n'aura pas une issue heureuse par rapport au projet ou à la campagne de lutte contre les violences faites à la femme. Il est important que la même préoccupation qui anime aujourd'hui Madame la ministre des Genres et Familles, Madame la ministre de la Justice, la même préoccupation qui anime les ONG, représentées ici par Madame, que cette même préoccupation anime les députés, les autres membres du gouvernement, et surtout le magistrat, dans le pouvoir judiciaire. Ce qui fera que nous irons tous avec le même élan dans une lutte pour laquelle la population congolaise sortira bénéficiaire. D'accord, Madame Marie-Josée, vous pensez que toutes les recommandations ou la mise en application de la déclaration de Kampala en 2011, qui sera concrétisée lorsqu'il y a eu consultation de très haut niveau, mettra fin aux violences sexuelles basées sur le genre dans la région de Grand Lac? Je ne pense pas que ça pourra mettre fin, parce que vous savez... Parce qu'il faudrait attaquer le mal par la racine, hein? Non, ça va quand même... Atténuer. Ça va atténuer. Vous savez, nous avons affaire à l'être humain. Nous avons affaire à un être humain. Et l'être humain, là, Dieu lui-même qui l'a créé a déclaré que le cœur de l'homme était tortué. Donc, il faut que les gens... Il n'y a que Dieu pour convertir les gens. Mais il y a aussi la sanction. Je crois que c'est déjà un pas. C'est déjà un pas. Ça va diminuer quand même parce que c'est maintenant tout le monde qui s'est mis debout. Et la conjugaison des efforts de tous les pays des Grands Lacs va faire que, en commençant par ceux qui commettent des actes dans les provinces où il y a des conflits, seront sanctionnés et poursuivis
Et ils n'auront pas de répit parce qu'ils ne sauront pas où aller se cacher. Et en plus de cela, moi je crois que on ne peut pas dire que c'est demain la veille de la fin, mais c'est déjà beaucoup. Et là, je souhaiterais que la population puisse s'impliquer aussi. Parce que vous savez, il y a des cas qui doivent être dénoncés par la population elle-même. Il y a des cas de victimes qui passent, des gens qui sont violentés, des jeunes gens, des hommes qui sont violentés, et les voisins ne disent rien. Je crois que la population doit s'approprier aussi toutes ces décisions-là. La population doit être vraiment sensibilisée. Par rapport à la sensibilisation, ce n'est pas seulement un problème des ONG, c'est un problème surtout du gouvernement. Quand une loi est édictée, c'est au gouvernement de la promulguer. C'est au gouvernement de mettre les moyens. C'est vrai que nous avons les partenaires qui peuvent aider les ONG et le gouvernement, mais il faut que la loi soit assez sensibilisée, que la population puisse s'impliquer, parce que si la population ne s'implique pas, vous savez, tout ce qu'on aura pris comme décision ne pourra pas être mis en pratique efficacement. La population a une lourde part aussi de responsabilité. Et les magistrats aussi, qui doivent désormais, s'ils ne les prenaient pas au sérieux, doivent prendre ces cas-là au sérieux. Surtout ne pas banaliser ces cas-là de violence sexuelle. Et je crois vraiment que c'était là votre dernier mot, parce que nous tendons vers la fin de cette émission, à moins que vous ayez un ajout ou quelque chose à dire, parce que nous sommes vraiment à la fin. Nous encourageons la population à dénoncer ce qui nous concerne. Nous voudrions bien que la population se manifeste en premier lieu avant de condamner les autres, les magistrats notamment. Mais il faudrait que tout le monde, la main dans la main, que nous puissions nous lever et lutter contre les violences faites à la femme, lutter contre les viols partout où nous nous retrouvons et ainsi bouter hors de notre territoire, comme diraient les musulmans, Inch'Allah, bouter hors de notre territoire ces virus de viol. D'accord. Traitement judiciaire de cas de violence sexuelle est basé sur le genre. Certainement, le thème de ce soir vous a intéressé et vous a plu. Et nous l'avons débattu avec deux invités, avec Madame Marie-Josée Mujinga, elle est présidente de la FEMAC, Association de femmes magistrates de la République démocratique du Congo, et avec Maître Patrice Kindulambo, coordonnateur principal du Bureau de réflexion pour le développement du Congo et coordonnateur principal de l'Observatoire congolais pour la justice. Merci infiniment d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Et à vous, fidèles d'Agora, nous allons nous retrouver le mardi prochain pour un autre numéro. Suivez-nous ce samedi en rediffusion à partir de 12h20. Restez avec nous sur Antenne, bien sûr.